Hello à tous, je suis Mélodie Schmoos, fondatrice de Cause, une agence digitale au service de l'impact. J'ai créé le podcast Business Positif suite à plein d'échanges avec des entrepreneurs sociaux et des chefs d'entreprise en quête de sens, et je me suis passionnée pour la question de l'impact positif comme opportunité ou contrainte business. Avec Business Positif, je pars à la rencontre de ces entreprises qui réussissent à allier rentabilité et impact et à se développer de manière pérenne. On parle de leurs histoires, de leurs stratégies, de RSE ou encore des outils digitaux qu'elles utilisent. Et vous y trouvez des astuces à mettre en place concrètement dans votre structure, mais aussi de l'inspiration et de la créativité, parce que oui, ce sont souvent des personnes qui inventent de nouveaux modèles. J'essaie de poster 2 fois par mois les mercredis. Le plus simple est de vous abonner sur votre plateforme préférée pour être alerté dès qu'un nouvel épisode sort. Et n'hésitez pas au passage à mettre 5 étoiles si le podcast vous a plu, ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, je cause avec Florence Bétinger, qui est la cofondatrice et présidente de Gobi, qui propose des gourdes éco-conçues et fabriquées en France. En plus de l'objet, l'entreprise a aussi développé une communauté d'utilisateurs de gourdes réutilisables et une application permettant de géolocaliser des fontaines à eau dans les villes. Autant de bonnes idées pour à la fois réussir sa mission d'éliminer les bouteilles en plastique tout en développant l'entreprise. Avec Florence, on est clairement au cœur du sujet de ce podcast du business et de l'impact. Venant du monde de la RSE, Florence se pose beaucoup de questions pour développer une entreprise durable sans perdre son cap, même lorsque c'est compliqué. Par exemple, lorsqu'ils décrochent le marché de la COP21 et doivent fournir 40 000 gourdes, qui est bien au-dessus de ce qu'ils ont l'habitude de faire jusque-là. Dans cet épisode, on parle beaucoup de nuances, de l'importance de l'écosystème, d'écouter sa boussole intérieure, mais aussi de faire face à une croissance soudaine de 120%. Et puis on se retrouve complètement autour de l'importance de la data, de donner l'information authentique, les mesures, et de vulgariser pour que les clients et les partenaires comprennent concrètement l'impact de l'entreprise. Un épisode passionnant que je suis vraiment très heureuse de vous partager. Et puis je vous spoil un peu, j'ai adoré le choix de musique que Florence nous partage pour illustrer le business positif. Make your own kind of music. Mais trêve de causerie, je vous laisse découvrir cet échange et les conseils précieux que Florence nous partage. Ah, et au fait, n'hésitez pas à laisser vos remarques et à mettre 5 étoiles au podcast s'il vous a plu, ça m'aide toujours beaucoup. Bonjour Florence, merci beaucoup de participer à cet épisode de Business Positif. Oui, je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi pendant cet épisode sur l'histoire de Gobi Lab qui est absolument passionnante, que j'ai beaucoup suivie, puis dont on m'a reparlé. C'est pour ça que j'ai repris contact avec toi là il y a quelques semaines, parce que j'avais vraiment envie qu'on puisse échanger. Déjà, est-ce que tu peux m'en dire plus sur Gobi ou Gobi Lab? Ah, les deux noms, tu veux dire? Ouais. Est-ce que en fait on est sur l'entreprise Gobi Lab, le produit Gobi? Est-ce qu'on est sur des fois je vois Gobi point pour le logo, du coup je me demandais. Oui, bah c'est intéressant comme question. Il y a 10 ans, en fait, quand on a commencé à travailler sur le projet, on s'était dit comment on fait pour accélérer la transition vers le réutilisable. Et puis on s'est dit on va passer par le produit. On va essayer plutôt que de travailler sur des campagnes de sensibilisation. On va inventer un produit qu'on essaierait de mettre dans un maximum de mains. Bref, après je te raconterai en détail comment on a développé tout ça, mais le nom de code assez vite c'était Gobi, parce que je sais pas comment c'est venu, mais on s'était dit qu'on allait remplacer les petites bouteilles et les gobelets jetables dans les bureaux. Le gobelet c'était assez symbolique. Okay. Et puis on s'amusait, on avait tous fait allemand LV1 et en allemand pour dire un mot un peu mignon, on met un i à la fin. Et du coup, je crois que c'est venu comme ça, Gobi. C'était un peu le nom de code. Et du coup, ça a toujours été dans notre tête le nom du produit. Et quand on a dû après se dire comment s'appelle l'entreprise, on s'est dit quand même qu'on allait faire quelque chose d'assez expérimental, qu'on allait tenter en fait de voir si on arrivait à accélérer la transition vers le réutilisable grâce à ce produit qui était Gobi. Ouais. D'où l'idée de Gobi Lab au départ. Et puis je crois qu'au bout de 10 ans, avec l'interdiction de la vaisselle jetable et beaucoup d'entreprises et d'utilisateurs convaincus, on s'est dit il y a 2 ans, je crois qu'on n'est plus en mode lab sur Gobi. Donc on a affirmé la marque Gobi point. Mais c'est intéressant parce qu'en ce moment, comme on a d'autres projets, d'autres projections, on est en train de se demander ce qu'on va refaire de lab, justement. C'est hyper intéressant parce que dans la tête de vos clients, du coup, pour moi, c'était Gobi Lab toujours.
Dans la tête de vos clients, c'est Gobi ou Gobi Lab, vous avez l'impression? Ils disent les deux, c'est le nom de l'entreprise, le nom des produits. On utilise un peu les deux en fait. C'est pas gênant au final, parce que les deux sont proches, donc c'est pas si gênant en termes de marque, quoi. Et puis tu sais, il y a des choses plus prosaïques, c'est que il y a le @Gobi est pas forcément dispo partout. Okay. Du coup, c'est pas mal d'avoir aussi le Gobi Lab. Ok, je comprends. On va parler de plein de choses. On va parler de la communauté notamment, mais peut-être un peu plus tard, justement, dans le développement. Est-ce que déjà tu peux me rappeler en quelques mots, concrètement, c'est quoi Gobi Lab? Donc, on va dire Gobi pour le moment. Ouais. Donc Gobi, c'est un projet qui est né en 2010. On était 3 associés, on s'était rencontrés quelques années avant, on travaillait tous dans le conseil plutôt en stratégie pour des entreprises. Mes 2 associés plutôt sur la partie digitale et moi j'étais sur la partie RSE. Oui. On travaillait sur des sujets passionnants, mais sur des très grosses entreprises, avec des niveaux de décision quand même assez longs, assez lourds. Oui. Et ça passait vite pour nous. On avait envie de plus de concret, de plus d'agilité, et je pense de plus de liberté. Et donc, on a attendu quelques années avant d'avoir la bonne idée. Et la bonne idée, ça a été de s'interroger sur pourquoi on n'a trouvé rien de plus malin que du jetable à chaque fois qu'on doit s'hydrater et qu'on n'est pas chez soi, en fait. Il y avait quelques convaincus qui amenaient leur gourde de rando au bureau. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas aussi l'objet qu'on a envie de ramener au bureau, quoi. Et donc, on a interrogé ça et on s'est rendu compte que c'était hyper intéressant sociologiquement qu'en fait, la petite gourde de tous les jours pour plein de gens, c'était la petite bouteille de 50 centilitres. Et on s'est dit, tiens, ce serait hyper intéressant de développer une petite bouteille réutilisable. On n'appelait même pas ça gourde à l'époque, on a inventé un peu un ovni, quoi. Et on s'est dit, si on arrive à faire un objet comme ça qui soit assez avec un design plaisant, presque attachant, un peu doudou, qui rentre dans le quotidien, qui rende service, c'est-à-dire que ce soit plus pratique à emporter, qu'on ait moins besoin de se lever, et avec une jolie conception écologique, et peut-être qu'on va faire changer les habitudes sans avoir à expliquer 10 000 fois aux gens que les océans sont pleins de plastique, que les tortues meurent et tout. Peut-être juste en mettant un objet dans leurs mains, ils vont changer de comportement. Un peu un truc de nudge, mais par l'objet, tu vois. Bien sûr. Et avec, parce que du coup, c'est quand même un projet entrepreneurial, donc il y avait quand même cette volonté aussi à la base de monter dans tous les cas quelque chose d'entrepreneurial pour sortir des grandes entreprises, c'est ça? Oui, il y avait l'envie en fait de faire sans contrainte en fait, c'est-à-dire de dire on a envie nous de s'attaquer à un problème, d'imaginer notre solution et qu'il n'y ait pas de limite et pas de contrainte. Et donc, quand on a voulu le développer en éco-conception préventive, du coup, ça nous a rallongé de 7 mois avec l'ADEME, etc. Mais on avait de compte à rendre à personne, si ce n'est à nous-mêmes. Oui. Quand on a décidé de tout faire en France, on a pu tout faire en France. Les choix de design, les choix du modèle économique et tout ça, on avait vraiment envie de mettre nos convictions. Hyper intéressant. Et alors, du coup, comment ça s'articule? Parce que j'ai vu qu'il y avait Gobi et qu'il y avait Open et qu'en fait les deux sont liés. Comment ça s'est passé dans cette vision du développement de Gobi? Il y a le développement de l'objet en soi. Oui. Et après il y a Open qui est une application smartphone gratuite qui permet de trouver les fontaines, les points d'eau dans les villes. Est-ce que c'était déjà à la base la vision ou est-ce que c'est venu après? Dès le départ, on s'est dit ok, donc si on veut accélérer la transition vers le réutilisable, déjà on va essayer de proposer un objet qui soit adapté à la vie quotidienne. Donc ça c'est le Gobi. Ensuite, on s'est dit on va avoir un modèle économique qui va être plutôt B2B, c'est-à-dire on va essayer de passer par les entreprises, les associations et les organisations publiques parce que ça nous permet de travailler en conviction un interlocuteur qui ensuite peut équiper 200, 300, 3000 personnes. Et du coup, en termes d'échelle et de vitesse d'équipement, ça va beaucoup plus vite que d'aller convaincre du monde en B2C. Donc ça a été notre conviction aussi de départ. Et après, on s'est dit, pour maximiser l'utilisation de l'objet, si quelqu'un a son Gobi au bureau, il va à la fontaine au bureau. Et après, s'il part se promener, c'est quand même dommage que ce soit plus facile de trouver de l'eau en bouteille qui arrive au mieux de l'autre bout de la France, au pire des îles Fidji, alors qu'on a de l'eau du robinet partout, hyper potable, très bonne. Le seul truc, c'est qu'on ne sait pas où la trouver, en fait. Oui. Et donc, on a créé cette appli de géolocalisation des fontaines, qui est un peu une espèce de bâton de sourcier digital, quoi. Parce que, en fait, dans les villes, il y a énormément de fontaines. À Paris, il y en a 1200.
Et dans toutes les villes de France, il y a des fontaines. Et il y a de plus en plus maintenant de commerces. Nous, on pensait déjà en 2010 qu'on allait convaincre plein de commerces, de cafés, de restos, etc. de s'identifier comme étant open ou free taps. Ça prend un peu plus de temps, mais tu vois, c'est aussi en train d'arriver puisque en janvier 2022, maintenant, il y a l'obligation dans tous les lieux recevant du public d'avoir un point d'accès à l'eau. Donc, le maillage d'accès à l'eau du robinet va être hyper développé. C'est clair. Et comment vous avez fait pour mapper ça? Parce que c'est un boulot de titan. Alors, il y a quand même beaucoup de grandes métropoles maintenant qui sont en Smart City, donc qui ont de l'open data. C'est vrai. Donc ça, c'est top. Donc, on a récupéré des points en open data. Et d'ailleurs, je pense que ce qu'il faut, c'est que tous ces points... Et nous, à chaque fois qu'on récupère des points qui n'étaient pas en open data, qu'on s'est un petit peu galéré à aller chercher dans des villes, elles sont évidemment récupérables dans l'app pour aller être mises dans d'autres apps. Parce qu'en fait, tu vois, il faut que ce soit... Il y a des gens qui sont en vélo toute la journée. Bon, bah, il faut que les points d'eau, ils soient sur l'app qui s'utilise d'habitude pour le vélo. Il faudrait que ce soit sur Citymapper, il faudrait que ce soit sur Google Maps, il faudrait que ce soit sur Mapster. Enfin, en fait, il faut que ces points, ils soient dans plein d'apps. Il faut pas qu'ils soient tout seuls, évidemment. Et comme ça, en fonction de ce que les gens utilisent et de leurs préférences, voilà. Donc, nous, à chaque fois qu'on récupère des points, sinon, bah, tu sais, on avait fait un gros mailing et on en fait régulièrement aux villes. Là, on essaye, j'ai enfin quelqu'un dans l'équipe qui s'occupe de ces sujets un peu plus politiques, de régulièrement contacter l'association des maires, des départements et tout ça, parce qu'en fait, après, sinon, il faut récupérer les points en latitude, longitude, les rentrer, les vérifier. Mais après, sinon, tu as des gens, plus l'app est connue, plus les gens, elle est collaborative aussi, donc les gens peuvent rajouter les fontaines qu'ils connaissent. Et ça marche bien? Ça, c'est génial. Ouais, ça, on a pas mal de points qui ont été rajoutés comme ça. Ça peut être aussi, tu vois, pas des assos de gens qui font du run ensemble dans les villes et qui en profitent en plus pour rajouter les trucs, ils se donnent un petit but sur leur sortie ensemble et tout ça. Voilà. Et ça, je sais que c'est un sujet qui va s'accélérer. Là, on a des prises de contact avec d'autres gens qui eux mobilisent des restos. Pas longtemps, j'ai discuté avec Lush, la marque de cosméto en vrac. Et eux, tu vois, dans leur boutique, ça fait déjà quelques mois, il y a un point d'accès à l'eau qui est même pas une fontaine payante ou quoi. Tu vois, c'est vraiment une vasque. Et puis, tu peux remplir ta gourde, en fait. Ok. Ah oui, je vois très bien parce qu'ils font leur démonstration là-dedans et donc du coup, ils en profitent pour... Bah, c'est top. Voilà, c'est gratuit, c'est accessible, c'est facile. Voilà. Après, ça va être tout un travail aussi maintenant de se demander, quels sont les commerçants, les lieux dans lesquels on peut remplir, et puis aussi et que les gens aient du bon sens, c'est-à-dire qu'évidemment, on débarque pas en groupe de 5 en plein rush du service du midi pour demander, tu vois. Enfin, il va falloir que les gens s'éduquent un peu et qu'il y ait des chartes des deux côtés, mais ça va évoluer tout ça, quoi. Et c'est chouette, c'est des super belles évolutions territoriales et la transition écologique, elle passe par la mutation des territoires et l'implication de plein d'acteurs différents. C'est clair. Ah, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Dans un autre registre, ça me rappelle mes années où je travaillais de nuit pour les études, et puis parce que je par passion pour la musique, et où on avait ce phénomène des gens à partir de 5 heures du matin qui débarquaient, qui demandaient plein de verres d'eau. Et en fait, ça rendait dingue. et en même temps, du coup, il y avait des collègues qui disaient non, il faut acheter la bouteille. Et je me disais attends, il y a un truc un peu illogique quand même. Certes, c'est énervant, mais bon, c'est de l'eau, quoi. Donc oui. Surtout que l'eau, en fait, quand tu calcules, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est au prix du mètre cube de l'eau, et notamment à Paris où l'eau, c'est le même goût que l'eau d'Évian quand tu fais des blind tests et tout. Enfin, c'est une eau géniale, l'eau de Paris. Pour quelqu'un, tu vois, qui remplirait, je crois, j'avais calculé 5 gourdes tous les jours ouvrées, ça lui faisait un coût à la fin de l'année de même pas une dizaine d'euros, je crois. Et c'est un geste d'accueil magnifique pour créer du trafic chez toi, pour créer du lien avec les gens. Forcément, les gens, ils vont avoir envie de prendre un petit café ou de revenir. Enfin, voilà, moi, je suis sûre que c'est un outil d'attractivité super qui coûte pas cher et voilà. Et qui a un partage de valeur aussi. C'est clair, et puis aussi qui permet de créer un contact, créer du lien, donc c'est tout gagnant. Alors je veux bien qu'on revienne un petit peu sur ton parcours à toi. Donc tu disais que t'étais consultante en RSE avant. Est-ce que tu avais un attrait particulier pour la question de l'eau? Est-ce que vous reversez, bon du coup vous êtes forcément sur ce secteur-là quand même, vous reversez 1% du CA à Surfrider Foundation. Est-ce que toi il y avait quelque chose qui faisait que tu étais en particulier intéressée par ce sujet, une prise de conscience, quelque chose qui s'est passé?
Ça, j'ai beaucoup travaillé dans le secteur de l'eau. En conseil, j'ai beaucoup travaillé pour Suez sur les questions de l'accès à l'eau dans le monde, les questions plus politiques, géopolitiques, culturelles même. C'était génial, vraiment. Et bon, moi, je suis du Sud-Ouest et j'ai un rapport à l'océan depuis toute petite. Ça m'a toujours. Je suis fascinée. J'ai un respect. Ouais, je me sens vraiment, ça me remet à ma place, à l'heure dans le monde. Je sais pas comment te dire, comme une horloge biologique qui se remet très bien dès que j'y suis. Et donc j'ai un rapport très fort, je pense, à l'océan. Et puis après, ce qui m'a toujours intéressée, c'était plutôt de travailler sur des causes d'intérêt général, en fait. Ce qui m'a toujours plu, c'est quand il y avait des parties prenantes différentes, un commun au milieu, et comment on travaillait sur l'intérêt général. Donc tu vois, j'ai tâtonné, j'ai travaillé dans le milieu politique, mais tout de suite je me suis retrouvée à faire des sortes de conférences où on mélangeait des experts, des assos, des politiques, toujours pour essayer d'avoir cette pluralité de points de vue. J'ai travaillé pour une agence qui faisait des campagnes plutôt pour des associations ou des grosses ONG, donc plutôt grande cause. Et après en RSE, finalement, je suis allée du côté entreprise, mais à nouveau, plutôt ce qui m'intéressait, c'était le dialogue partie prenante et la co-construction, en fait. Donc j'ai toujours cette fil rouge aussi. Et après, l'eau est arrivée. Parce que c'est un sujet, je trouve, extrêmement noble, pour lequel Et puis t'avais une affinité, quoi. Et ça a dû forcément beaucoup servir à Gobi. Et je vois qu'aujourd'hui, tu t'annonces, au-delà du fait que tu es cofondatrice, évidemment, comme en charge de l'impact et de la marque. Ça consiste en quoi concrètement, ton quotidien? Tout le développement du projet, en fait, moi, ce qui était fondamental, c'est effectivement l'impact et surtout un impact concret et mesurable. Donc, quand on a commencé à travailler sur le produit, j'ai eu à cœur en fait d'aller trouver un designer qui travaille vraiment sur l'expérience sensorielle. Après, je suis allée trouver un sociologue pour comprendre les freins à l'adoption des gourdes et ce qui plaît tant dans les bouteilles jetables, ce qu'on pouvait aller chercher à réimporter. Et ensuite, quand on a fini par se dire que c'était important de proposer, en tout cas à l'époque, une petite bouteille qui soit transparente pour vraiment aller challenger la petite bouteille jetable. On s'est dit, il faut que ce soit transparent parce qu'on a besoin, pour un truc qu'on utilise tous les jours, de voir ce qu'il y a au fond, si c'est propre, de jouer sur les mêmes codes de la pureté, de l'eau, etc. Et du coup, on s'est dit, il faut que ce soit en verre ou dans un plastique qui serait réutilisable, qui ait un bon bilan environnemental, recyclable et tout. Et là, quand on arrive à ce sujet, moi, j'ai tout de suite dit, si on envisage de partir sur un plastique, on a un challenge en éco-conception et en évaluation de l'impact et même en principe de précaution. Et finalement, et au fil du temps, avec les éco-concepteurs, je trouve que ça, c'est une discussion passionnante qu'on a, il n'y a pas d'éco-matériaux, il n'y a que des matériaux qui deviennent éco ou pas en fonction des usages qu'on en fait. En fonction de ce qu'on en fait. Hyper intéressant, c'est clair, parce que ça ouvre aussi le champ des possibles, quoi. À ce moment-là, on a cherché des gens pour travailler avec nous, donc en éco-conception, c'est-à-dire comment on peut faire l'évaluation environnementale avant d'avoir finalisé nos choix de conception. Et j'ai eu du mal parce que beaucoup de cabinets auditaient après, c'est-à-dire fais ton produit, monte ta chaîne, et ensuite on vous fera un audit et on vous dira quelles sont vos pistes de progrès. Et je leur disais, c'est quand même dommage. Alors qu'on n'a pas fait nos choix et là toujours par réseau, on avait parlé avec beaucoup de gens et on avait discuté avec Serge Auru qui était au WWF à l'époque, avec Adélaïde Collin qui était à Greenpeace et ils nous ont recommandé des gens comme ça pour parler éco-conception. Et de fil en aiguille, on a rencontré François-Xavier et Anthony qui étaient sur le point de créer une entreprise merveilleuse qui s'appelle la coopérative MU et qui venait de quitter des gros cabinets pour travailler en éco-conception préventive sur des projets portés par des petites boîtes avec un impact social et écologique. Alors, le jour où on s'est appelé, c'est comme un coup de foudre, quoi. C'est la bonne rencontre au bon moment. Et 10 ans plus tard, on est toujours très liés, on fait toujours tout ensemble et on a des rapports très étroits. On a grandi ensemble. Et donc on a travaillé comme ça, on est allé chercher ensuite l'ADEME qui nous a accompagnés dans le financement et qui même du coup a participé à tout le process de développement parce qu'ils nous ont dit mais vous êtes un ovni, jamais une TPE fait de l'éco-conception préventive en même temps qu'elle avance sur son design, en même temps qu'elle intègre le principe de précaution sur la santé des matériaux et vous êtes en train d'inventer une façon de faire en fait.
Génial. Et donc du coup, eux, c'est aussi intéressant pour eux, j'imagine, parce qu'ils peuvent s'appuyer sur votre expérience pour pouvoir rayonner derrière. Je sais pas Oui, si c'est vous ça. avez... Ouais. Ouais. Moi, je me rendais pas forcément compte au départ, mais aujourd'hui, pour moi, c'est fondamental aussi. Et c'est pour ça que j'essaye de prendre la parole le plus possible et qu'il y a aussi des gens dans l'équipe qu'à chaque fois, je dis allez prendre la parole, allez raconter, de dire c'est possible en fait. Ouais. Voilà, il faut parfois sortir un peu des sentiers battus pour aller trouver les expertises, les assembler, peut-être prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais c'est possible. Et est-ce que tu peux me dire, je fais un tout petit rétropédalage parce que je pense que c'est intéressant aussi pour les auditeurs. Est-ce que tu peux me dire justement dans cette phase de croissance, donc où d'un coup vous sentez que il y a un boom, qu'il faut recruter, qu'il faut développer, etc. Comment justement, tu dis que vous avez fait un gros travail sur la marque et sur les recrutements. Comment vous avez fait ce travail? Ça m'intéresse, je suis curieuse. Alors sur la marque, on s'est fait accompagner par une directrice de création qu'on connaissait, qui nous connaît depuis longtemps, Ok. qui est habituée à travailler sur les identités de marque. Et puis après, on est allé chercher aussi quelqu'un qui s'appelle Agnès Mazière, qu'il faut que je cite parce qu'elle a beaucoup de talent, qui elle a monté une entreprise de direction marketing à temps partagé. Ok. Et qui du coup a travaillé en binôme avec Clémentine, notre DC, nourrie par nous, avec un atelier avec les membres de l'équipe présents à l'époque, et qui nous a qui a posé les fondamentaux. Et après sur cette marque et la plateforme de marque, hein, ça moi je dis c'est un travail progressif, je trouve, et de longue haleine et évolutif. Et je pense qu'au final, la raison d'être, elle doit être évolutive et la marque, elle doit être évolutive. Ah, c'est hyper intéressant ce que tu dis, effectivement. Plutôt que de vouloir figer et dire, ça y est, on a notre plateforme de marque, on n'y touche plus pendant 10 ans. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et puis, je trouve que ça se construit, en fait, aussi, par exemple, quand on a, j'ai longtemps, une fois qu'on avait la charte graphique, ok, fine. Mais là, une marque, elle s'incarne énormément dans les visuels, en fait, dans la banque d'images de marque. Et j'ai fini par trouver en fait un partenaire avec qui on est vraiment allé faire à l'été 2019 un vrai beau shooting de marque. Okay. On a fait plein de contenu, tu vois, on devait avoir une 50aine de photos, une 50aine de mini boucles vidéo, tout ça pouvant s'associer les uns avec les autres. Et du coup, c'est là où je me suis dit, quand on est arrivé, qu'on a fait un peu le stylisme, le setup, il y avait parfois des éléments végétaux et tout. Je leur ai dit, mais en fait, je veux qu'on sorte des codes classiques du green. En fait, on est pop. On est pop et j'adore ce mot parce que Gobi, je trouve que c'est pop dans le sens pop joyeux, mais pop aussi populaire parce qu'on fait des produits qui sont accessibles, qui sont pas un peu snob ou exclusif. Enfin, c'est pas du tout le truc. Et du coup, d'avoir ce set design hyper joyeux, coloré, sans aucun des codes classiques. Et assez urbain aussi au final. Super urbain. Et et finalement, c'est sur la préparation du set design et de la DC du shooting de marque que j'ai fini de tomber une grosse partie de l'identité de marque. Et je pense qu'ensuite, il y a tout le travail sur la charte édito. Pareil, qui se fait petit à petit en se posant plein de questions. Nous, on a des publics très variés. Des entreprises, des ONG, des acteurs publics, des particuliers avec une grande diversité. Et les entreprises, c'est pareil, tu vois, on travaille autant avec des startups qu'avec EDF, qu'avec Chanel, tu vois. Bien sûr. Donc c'est pas évident d'aussi trouver un ton qui corresponde bien, qui aille bien sur tous nos publics et tout ça. Donc c'est un travail, c'est pareil, tu vois, c'est en train d'atterrir tout ça. Ok, hyper intéressant, parce que c'est chouette aussi justement de dire que c'est un process en cours, même quand on a une marque qui est quand même assez reconnue, tu vois, que Bilab, tout le monde sait ce que c'est, enfin c'est un tout le monde un peu générique, mais c'est intéressant de savoir que c'est toujours des questions que vous avez aussi sur comment prendre la parole, enfin quel ton employer et en fonction de à qui on parle, quoi. Oui, parce que c'est quand t'as une grande variété comme ça de public, c'est moins évident que que pour une marque un peu DNVB sur Insta, qui par exemple une marque de mode, qui s'adresse à un public plutôt féminin, plutôt urbain, plutôt quarantenaire, tu vois, et que la fondatrice est pareil, du coup c'est assez facile, je trouve, de créer de l'engagement et de la connivence. Ouais. Nous c'est plus complexe parce que sur notre Insta, on va avoir autant quelqu'un qui est fan de nous pour le Made in France, que quelqu'un qui va être acheteuse pour une marque de luxe, que quelqu'un qui va être au service généraux d'une usine, tout ça, donc c'est pas évident, quoi. C'est clair. Et du coup, vous avez fait comment? Vous avez défini des personas et vous essayez de
de segmenter comme vous pouvez vos bases. En même temps, vous pouvez pas segmenter votre Insta. Est-ce que tu as quelques pistes qui pourraient être intéressantes à partager? Là, je sens qu'on va avoir une conversation de geek de la com. Quelques pistes générales. Ouais, on essaye plutôt de se dire, en fait, de se demander ce qui est commun à tout le monde. Et en fait, on se rend compte que ce qui est commun à tout le monde, c'est quand même un set de valeurs. Et que les gens qui adhèrent aussi à Gobi, c'est pour le Made in France, c'est pour l'éco-conception, c'est pour le fait qu'on choisit d'assembler en ESAT, c'est pour le ton qu'on a, le partage d'intelligence qu'on s'efforce de faire aussi sur les sujets qu'on connaît. Et du coup, on se dit en fait, chez chacun, quel que soit son poste, son mode de vie, c'est ça qui va résonner. Bien sûr. Donc voilà, on essaye de mettre toujours en avant des choses qui nous sont le set propres, de valeurs, qui sont sincères et qui vont toucher aussi les gens parce que c'est sincère, quoi. C'est aussi quelque chose de, je pense, aujourd'hui là. Moi, dans les rencontres que je fais, même avec des partenaires, je sens vite qui est sincère. Oui, le feeling. Mais c'est hyper intéressant parce que souvent on peut se perdre aujourd'hui, ou des boîtes peuvent se perdre un peu dans justement les grandes règles du marketing. Il y a tellement d'articles à foison sur il faut faire comme ça, définir votre truc, faire. C'est intéressant que tu dises qu'au final, évidemment, j'imagine vous suivez les grandes lignes, mais il y a aussi on est qui, on revient à l'authenticité et c'est quoi nos valeurs et ce pourquoi les gens nous viennent intrinsèquement nous voir au final, quoi. Ouais, c'est ça, puis ça pose plein de questions, parce que je me pose aussi beaucoup de questions de modèle économique. Nous, on est passé par les entreprises, par les territoires, par les assos pour équiper l'utilisateur final. Ouais. Et pareil, maintenant, on a travaillé la marque plutôt B2C, grand public, avec une logique de e-commerce, de retail et tout. Et en fait, je me dis, notamment en e-commerce, en fait, si tu veux vraiment faire décoller la marque, il faut investir quand même beaucoup en publicité. Oui. Et pareil, donc on se dit, est-ce qu'on n'a pas, nous, aussi un autre modèle économique, une autre façon, tout comme on l'a inventé au début avec l'employeur qui équipe. Voilà, c'est beaucoup de questions qu'on se pose parce qu'au final, croître pour juste démultiplier les budgets publicitaires et alimenter Facebook Business Manager, c'est pas hyper stimulant, quoi. Grande question, c'est clair. Et comme c'est de plus en plus concurrentiel et que du coup, moi, je me retrouve en fait, par exemple, sur Insta face à des marques qui sourcent en Chine sur étagère avec des trucs qui doivent leur coûter, 10 fois moins que moi en fabrication et donc du coup qui mettent beaucoup plus de budget évidemment sur la promotion. Ils ont une marge qui n'a rien à voir. Ouais, qui sortent des collections avec des motifs différents tous les 2 mois parce qu'il faut alimenter le désir et tout ça et on n'a pas du tout envie d'être dans ce modèle, donc ça se trouve on ne fit pas sur ce modèle. Ouais. Grosse question. Intéressant. Ouais. C'est clair. Oui, est-ce qu'on fit sur ce modèle? Et je l'ai rencontré à plusieurs reprises en plus cette question de est-ce qu'on est vraiment fait pour faire de la pub? Est-ce que c'est nos posts qui sont pas assez performants? Ou les publicités les visuels qu'on a choisis, les textes qu'on a choisis, les cibles, ou est-ce qu'il y a un moment donné où juste on fit pas avec ça, quoi? Oui, puis quand tu es sur un produit réutilisable que les gens utilisent plusieurs années, et si tu investis beaucoup pour te faire connaître et faire acheter, nous on a des produits qui sont pas chers, qui sont autour de 20 € parce qu'on veut pas que ce soit trop cher. Du coup, c'est vite non rentable en fait. C'est clair. Oui, donc ça pose vraiment la question du modèle. Hyper intéressant. Et ça me fait penser à la question du financement parce que j'ai pas trouvé. Alors je sais pas si c'est moi qui vais le chercher, mais j'ai pas trouvé d'article spécialement sur de la levée. J'ai trouvé sur de la love money, mais sinon j'ai pas trouvé de Gobi Lab à lever 200 millions pour se financer. C'est quoi votre vision de ça et est-ce que vous avez levé? Comment vous financez concrètement? Alors non, on n'a pas levé, on a démarré avec un peu de love money à l'époque où Ulule n'existait même pas encore, plutôt dans les proches. Mais c'était 90 000 € je crois. Voilà, on a été bien accompagnés en subvention, on avait bien travaillé, mais d'abord on a eu un accompagnement de l'ADEME sur l'éco-conception qui nous a valu la confiance de la région Île-de-France qui nous a accompagnés sur le prototypage et l'outillage industriel. Voilà. Après, on avait eu aussi des prêts d'honneur. Ça doit être Paris Région Innovation, quelque chose comme ça, je sais plus. Voilà, c'était pas le réseau entreprendre. Il y a pareil un autre type de réseau qui te donne du prêt d'honneur. Et on a démarré comme ça. C'était le début. Et puis ensuite, on a fait du chiffre d'affaires. On a plutôt, je crois qu'on appelle ça bootstrap, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait avec les moyens du bord au fur et à mesure. On
je pense qu'on s'est aussi financé en allant chercher nos rémunérations nous par moment sur voilà à côté. Oui. Ouais, ce qui était une vraie question. Hein. Je me rappelle à l'époque, on était incubé chez Paris Première, là, qui est devenu Willa, et j'avais eu une discussion avec un spécialiste du financement dilutif et non dilutif, et je lui avais dit est-ce que c'est le moment, on est un peu fébrile là parce qu'on a en manque de cash, est-ce que c'est le moment où il faut aller lever? Il me dit je crois pas. Et il me dit tant que vous pouvez, si vous pouvez travailler à côté, laisse le temps à ton projet d'arriver à maturité. Et dans ce cas-là, si un jour tu dois lever, tu lèveras pas pour juste prendre un peu de cash parce que t'as peur, mais pour financer un vrai développement, quoi. Et moi j'ai adoré parce qu'en fait, au moment où potentiellement on discutait avec un lever, quelques mois plus tard, en fait, on a gagné la COP 21 et ça, c'est ce qui nous a fait décoller. Et c'est pas du tout, je pense, l'argent qu'on aurait levé qui nous aurait amené à ça. Et voilà. Alors qu'à cette époque-là, on était, je pense, du coup plus vulnérable quand t'es un peu stressé par le cash. Et du coup, on aurait donné des parts et enfin, c'était pas le bon moment. Hyper intéressant. Et du coup, on peut en venir parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure et c'est une des questions de ce podcast, c'est est-ce qu'il y a eu une stratégie ou une opération, une chose qui fait qu'il y a un avant-après? Clairement, ça a l'air d'être le fait d'avoir remporté la COP 21. Et les 40 000 utilisateurs. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'histoire? Parce qu'à ce moment-là, vous êtes toujours 3. Ouais. Pour moi, il y a deux éléments clés dans la vie de Gobi. Un qu'on pouvait pas anticiper, qui est la part de chance que tu peux avoir dans une développement d'entreprise, qui est effectivement le fait qu'il y ait eu la COP 21 en décembre 2015 à Paris. Et après, on s'est bien battu, mais bon, voilà, ça arrive dans notre histoire et ça change tout. Et le deuxième élément, c'est quand même, et ça, c'est plus nous, finalement, qui avions anticipé que ça pourrait évoluer comme ça, c'est la loi AGEC, c'est-à-dire que janvier 2020 marque le début de l'interdiction du jetable. Donc ça, c'est évidemment un contexte réglementaire qui change et qui nous pousse, mais ça, pour le coup, je trouve que on l'a bien mérité et on a contribué à le faire advenir aussi en ramant pendant des années. Donc, voilà. Et sur la COP 21, donc nous tout le démarrage du projet, on a été très participatif, on allait en parler à tout le monde, on allait chercher les feedbacks de tout le monde, ce qui fait que il y a quand même beaucoup de gens dans le petit milieu de l'écologie, de la RSE, politique ou associatif qui nous connaissaient bien. Et en décembre 2014, on a reçu un mail de la secrétaire générale de la COP 21 qui nous disait voilà, on aimerait avoir des infos tarifaires et tout. Et on a fini par signer en juillet 2015, tu vois, donc ça a mis le temps. Il y avait les questions de financement, ça pouvait pas être financé en direct, donc c'est passé par un intermédiaire, puis 2 intermédiaires, puis 3 intermédiaires, de gens qui passent beaucoup de temps à se demander où sera situé le logo, mais à pas réaliser que pour fabriquer 40 000 Gobi, en fait, c'est dommage que ça prenne plus de temps de parler du logo que de la fabrication. Et voilà, et on a fini par y arriver, mais ça a été bien stressant. Et puis, mais bon, voilà, on savait que ça serait magnifique. Et puis après, honnêtement, en termes de c'était un changement d'échelle pour vous aussi. Et puis, c'est peut-être que ça renvoie aussi, que tu disais au début de cet échange que vous alliez aussi chercher la liberté de l'entrepreneur en faisant cette démarche. Peut-être que là, ça vous ramenait dans ces espèces de grandes structures avec beaucoup de personnes qui interviennent. Et du coup, ça revient un peu dans la lourdeur. Je pense que ce qui a fait vraiment basculer, c'est que à l'époque, moi, j'étais très impliquée chez Make Sense. Et on avait organisé un petit déjeuner pour les entrepreneurs du waste avec des gens qu'on connaissait qui étaient au SGCOP, justement pour voir ce qu'il y aurait en réemploi, en upcycling et tout ça. Et donc là, il y a une personne qui est venue que je ne connaissais pas, qui venait d'être nommée sur l'économie circulaire à la COP 21, qui s'appelle Cathy Bou, et avec qui on a tout de suite compris qu'on était tout aussi sincères et engagés l'une que l'autre. Et grâce à elle, on a pu déjouer le côté Brésil du truc. Et donc voilà, c'est une rencontre aussi qui a beaucoup joué, mais qui se passe chez Make Sense, qui se passe qui est aussi le résultat d'un engagement sincère dans l'écosystème. Oui, c'est ce que j'entends aussi. C'est encore une fois, c'est que tu es quand même très engagé et que du coup vous avez aussi
bénéficier d'un réseau que vous avez créé par sincère démarche d'avoir envie d'aller voir Greenpeace pour leur demander leur avis, d'aller voir Surfrider Foundation pour leur reverser une partie du CA. On a toujours beaucoup discuté avant qu'on soit capable de leur reverser des sous à Surfrider. On a aussi beaucoup discuté en off, et en fait notre partenariat il est bien plus que reversion financière, même si c'est important. Mais on sait toujours, on faisait des déjeuners où moi je savais quand ils allaient lancer une campagne après les sacs plastiques, sur les bouteilles jetables. On est tout le temps aussi, on discute sur la partie lobbying, parce que par exemple l'année dernière, au début du Covid, moi j'ai plein de clients qui ont commencé à m'appeler en me disant mais en fait on a reçu des directives, il faut supprimer l'accès aux fontaines à eau, donc il faut qu'on commande des palettes et des palettes de bouteilles jetables. Et là je me suis dit mais c'est pas vrai, on est en mars 2020, l'interdiction, la loi AGEC vient d'entrer en vigueur en janvier. On avait plein de clients qui appelaient justement pour l'interdiction du jetable, et là boum. Et donc, tu vois, et immédiatement, moi, du coup, là, je suis en première ligne pour capter les signaux faibles d'un retour en arrière. Et là, j'appelle Diane, qui est chargée du plaidoyer chez Surfrider, et je lui dis tout de suite. Et elle, tout de suite, elle monte au créneau au ministère de la Transition écologique pour que le ministère du Travail nuance ce truc-là. Enfin, tu vois, c'est aussi un partenariat qui va aussi là-dessus. Et puis moi, j'appelle les gens que je connais qui font des fontaines à eau pour leur dire est-ce que vous pouvez saisir la Fédé pour qu'ils essayent de faire un truc. Donc voilà, l'écosystème, il est Oui, donc c'est génial parce que ça dépasse bien entendu. C'est-à-dire que Gobi est aussi un tremplin pour le plaidoyer, quoi. C'est aussi une force qui te permet d'aller activer et avoir un impact sur la société. On est un maillon de façon, aucun acteur ne peut avoir un impact conséquent tout seul. Il faut penser qu'en écosystème, et du coup, c'est vrai que parfois les petites glorioles de justement je lève 30 millions pour aller tout seul résoudre tel truc, j'y crois pas, quoi. Il faut penser. Après, ça n'empêche pas. On peut avoir des gens très bien qui lèvent et qui sauront quoi bien faire de cet argent, mais il faut vraiment penser écosystème, quoi. C'est clair. Trop bien. Écoute, hyper intéressant. Je continue sur mes petites questions. On a déjà fait un bon tour. Je veux bien faire un zoom sur cette histoire de. Il me semble que vous avez eu des complications, des difficultés par rapport justement au fait de trouver des usines. Alors, il me semble que c'est lié à la COP21, mais je veux bien que tu me. En fait, si tu veux, ce qui est complexe, c'est de faire fabriquer ses propres produits. Hein. Il faut bien avoir ça en tête, c'est-à-dire entre quelqu'un qui vous dit je suis une marque française, mais qui s'approvisionne ailleurs avec des modèles qui sont déjà prêts, c'est vraiment pas du tout la même prise de risque financière et même en termes de time to market que de se dire je vais inventer mon produit avec un design exclusif et le faire fabriquer. Parce qu'il faut beaucoup investir dans le design. Ensuite, il faut avoir un bureau d'études qui traduit ça en fichier propre à la production. Et ensuite, il faut arriver à trouver un partenaire industriel qui ait envie de prendre le risque de se lancer avec vous quand vous êtes connu ni d'Ève ni d'Adam. En fait, après, il faut investir. Nous, après, il faut investir dans des moules industriels. Donc ça, c'est toujours de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il faut faire les tests, les protos. Et puis, en fait, à l'usine, forcément, il faut qu'ils investissent un peu pour adapter. C'est un pari qu'un partenaire industriel doit faire avec soi. Et puis après, il faut effectivement arriver à prendre le risque de monter en cadence, de passer des commandes plus larges. Bref, voilà, c'est tout un tas de questions de prod, de logistique qui sont pas évidents quand on les gère en direct. Puis après, on a grandi, donc on a travaillé d'abord avec un ESAT, donc c'est un centre d'insertion pour les personnes en situation de handicap qui prépare les colis autant pour le grand public que pour les entreprises. Et puis on est arrivé à un niveau où ça devenait trop volumineux. Donc maintenant on a un deuxième centre logistique toujours solidaire avec le groupe Ares. Donc voilà, et après il faut coordonner aussi tous ces acteurs de la chaîne. Voilà, quand on veut bien faire en local, en solidaire et tout, c'est pas des solutions clés en main en fait. Donc du coup ça introduit de la complexité. Mais il faut pas lâcher, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est ça. Et puis c'est qu'à un moment donné, on peut céder alors faciliter, le mot est grand, parce qu'il y a des fois aussi où il y a justement les questions de financement, du stress, du comment on se développe qui entrent en jeu. Donc ne pas lâcher, c'est aussi hyper courageux en réalité, quoi.
Écoute, il me reste mes petites dernières questions à te poser. Déjà, est-ce que tu peux me dire, donc je passe un peu du coq à l'âne, mais en même temps, ça a été le sujet depuis ces 45 minutes. Comment vous mesurez votre impact à vous? Donc, sachant que c'est toi qui t'en occupes, en tout cas qui a pris en charge ça. Ouais. Est-ce que vous avez des métriques? Est-ce qu'il y a une métrique en particulier? Moi, je trouve que celle qui est le plus intéressant et qui devrait être généralisée sur tous les produits, c'est ce qu'on a fait avec Mu, c'est-à-dire l'évaluation environnementale en amont. C'est-à-dire que, en fait, nous, par exemple, on veut remplacer le jetable au bureau. Ça paraît être une bonne idée. Donc là, ce qu'il faut que tu saches, c'est combien ça coûte à la planète, la consommation réelle des gens, comment ils font pour s'hydrater au bureau et du coup, qu'est-ce que ça coûte à la planète, pas seulement en termes d'émissions de CO2, mais aussi en termes d'épuisement des ressources, d'acidification de l'eau, de l'air, écotoxicité, etc. Multicritères, super important. Et donc là, on a pris des datas vraie vie, c'est-à-dire pas je vais partir de l'idée qu'il y a les gens utilisent 1 million de bouteilles plastiques par an et donc avec un gobi, ça va être super, on va économiser temps et temps. Non, je pars de données réelles, ils prennent un peu de gobelets, certains les réutilisent, machin bidule. Et là, on a en fait un diagramme avec ça coûte par personne et par an à l'environnement l'utilisation moyenne, tac tac tac. Et du coup, à côté, tu regardes qu'est-ce que ça coûte de fabriquer un gobi, de l'utiliser pendant 2 ans, de gérer sa fin de vie à l'environnement. Et en fait, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est vraiment mieux? Et donc voilà, nous on a commencé par ça, c'est-à-dire est-ce que le gain pour l'environnement est substantiel et est-ce qu'il est sur une majorité de critères, c'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas un simple transfert d'impact. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et du coup, ça te permet aussi de voir là où tu as le plus d'enjeux, toi, de réduction de tes impacts. Tu vois, ça peut être effectivement sur je convainc mon usine, c'est notre discussion en ce moment là parce qu'ils construisent une nouvelle usine et donc déjà il est passé sur les presses électriques et je lui dis mais si en plus tu passais chez Enercop, certes ça te coûterait un peu plus cher mais tu serais sans doute la première usine en France Enercop 100% énergie renouvelable et tout. Pour tous les gens qui fabriquent chez toi, ça veut dire qu'on baisse l'indicateur, là je vais être un peu geek de l'environnement mais radiation ionisante liée à l'énergie nucléaire et CO2 machin. Et c'est un indicateur clé dans toutes les fabrications de produits. Donc voilà, ça c'est pour moi un outil de pilotage de l'impact qui est clé. Et puis après, moi j'aimerais bien qu'on arrive à aussi, il faut qu'on le fasse, notre empreinte économique et sociale. Je sais à peu près combien d'équivalents temps plein j'ai créé dans l'équipe et avec tout notre écosystème et quel pourcentage d'emplois solidaires. Mais ça, j'aimerais bien creuser aussi un petit peu plus l'impact social. Ah, c'est chouette parce que c'est vrai que souvent, c'est ce qu'on dit, et c'est en train d'évoluer, mais souvent on s'intéresse quasi exclusivement à l'aspect environnemental et on oublie un peu cette partie-là. Ouais, et sur le Made in France, c'est clé, tu vois, sur le Made in China, on sait que c'est l'enjeu prio, il est certainement sur le social parce que, par exemple, sur l'inox, on essaye de voir si on peut faire de l'inox en France, mais c'est très complexe, il n'y a pas de solution pour faire d'isotherme. Bref, mais on sait que l'enjeu principal, il est sur l'écotoxicité humaine, liées à la sidérurgie, aux minerais et tout ça, et puis sur les conditions de travail, quoi. Donc voilà. Et pour que les gens aient une vision claire, tu vois, et puis il faut de la nuance en fait. Encore une fois, quand je dis ça, c'est pas du tout une façon de dire que c'est pas bien et qu'on peut pas bien faire des choses en Chine. C'est pas ça, mais de regarder les enjeux de manière un peu concrète et mesurée. Oui, et puis après, c'est aussi, c'est toujours il y a beaucoup de sujets d'impact et on a aussi chacun un peu son cheval de bataille. Et donc, il y en a effectivement qui vont aller voir des usines chinoises labellisées, mais qui vont peut-être essayer de faire un pas particulier pour bien connaître les personnes avec qui ils travaillent là-bas. Ou voilà. Après, il y a des choses aussi tant qu'on mesure. Moi, je te rejoins là-dessus. C'est tant qu'on mesure et qu'on est transparent sur ce qui se passe. Et après. Il n'y a pas à juger non plus, mais c'est justement ça, c'est l'authenticité, la mesure et de la nuance. Et de la nuance. Et après, je pense qu'effectivement, on va arriver dans une ère, mais si au moins chacun pouvait avoir des informations claires sur, voilà les choix qu'on a fait, voilà ce qu'ils ont de positif, et voilà là où ça pêche. Mais au moins, on est transparent. Et après, du coup, en fonction de ce qui est le plus important pour vous, j'avais cette discussion avec un copain qui est super veggie, vegan. Il me dit, oui, mais du coup, à force d'être vegan, je m'achète des chaussures vegan, mais en fait, je sens pas bon des pieds, elles tiennent moins longtemps dans le temps, je préférais les chaussures en cuir et tout. Ou c'est Amélie Pichard qui a un podcast génial là-dessus de dire en fait on va choisir en fonction de ce qui est plus important pour nous. C'est ça. Mais il faut avoir l'info par contre.
Exactement. Et en fait, on est vraiment j'ai l'impression qu'on arrive vraiment sur cette période. On y est depuis un moment, mais peut-être que ça prend plus d'espace, c'est tant mieux de avoir l'info et avoir les outils de mesure et les données de mesure. En fait, comprendre l'info, c'est avoir l'info. Ouais, moi je pense qu'il faut vraiment partager de l'intelligence, de la data, pour que les gens ils puissent faire leur choix en ayant compris pourquoi ils les font, pourquoi c'est important pour eux. Du coup, ça résonne. Quelqu'un qui va me choisir moi parce que je suis du Made in France, en fait, il va être super fier d'utiliser son Gobi parce que c'est du Made in France et parce qu'il y a quelque chose chez lui qui résonne hyper fort là-dessus. Et quelqu'un d'autre va choisir autre chose. C'est intéressant parce qu'on en vient à la data, effectivement. Je trouve, en fait, on a une clé ici alors qu'on n'en ferait pas forcément le lien avec l'impact. Oui et non, on fait le lien, mais je veux dire, au final, on a quand même la data au cœur. Oui, et puis en fait, la data, elle est aussi, enfin, moi je le sens sur, plus tu comprends ce que t'achètes, plus tu trouves ça chouette, plus tu t'es fier de ton achat, plus tu vas l'utiliser, plus tu vas en parler bien à d'autres, plus tu vas rayonner. Enfin, pour moi, c'est ça aussi un de mes objectifs avec Gobi, c'est que les gens, déjà il faut qu'ils utilisent les produits parce que sinon ça sert à rien. Enfin, j'ai créé de l'emploi, mais à part ça, en termes d'impact, ça sert à rien. C'est l'utilisateur qui fait le gros du boulot. Et il faut que ce soit cool et facile et que ça le rende heureux dans sa vie aussi. Donc ça, c'est de l'adhésion. Il faut qu'il ait bien compris tout ce qu'on a fait et pourquoi. Écoute, il me reste mes toutes dernières questions à te poser. Est-ce que tu peux me transmettre un conseil que tu aurais pour les auditeurs de ce podcast? Je pense d'être sincère, de prendre du plaisir au quotidien. Je trouve que c'est, alors je dis ça, hein, mais en tant que chef d'entreprise, d'arriver à savoir quelle est la bonne boussole entre où est-ce que je vais chercher de la croissance, de la marge, mais comment je poursuis aussi ma mission. Voilà, et on lit, on entend beaucoup de choses, etc. Je pense que voilà, écoutez votre boussole intérieure. Même c'est ce que je dis dans l'équipe. Des fois, elle me dit mais est-ce que ça fait partie vraiment de mon périmètre? Je dis mais est-ce que ça t'as envie de le faire? Est-ce que ça va te rendre heureuse dans les mois qui viennent d'aller vers ça? Allons-y parce que c'est comme ça qu'on va se développer. Moi, je veux pas dire la stratégie à 10 ans c'est ça. Et peu importe les gens qui rejoindront l'aventure, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe ce que nous proposent nos partenaires, on va aller là. Non. Ça peut évoluer. Ouais, hyper intéressant. Reste à l'écoute. Est-ce que tu aurais une musique ou un film qui illustre ta vision du business positif? Écoute, du coup, je vais rebondir sur ce que je viens de te dire. Il y a une chanson de Mama Cass qui faisait partie des Mamas and Papas qui s'appelle Make Your Own Kind of Music. Fais ta propre musique. Et moi, je trouve que ça, c'est clé pour tout, en fait, pour être bien dans la vie, pour être bien dans sa boîte et true to yourself, quoi. Trop bien. Et toute dernière question, est-ce que tu aurais un acteur de l'impact à me recommander qui serait intéressant à interviewer pour justement ces sujets de comment allier business à impact, comment pérenniser une entreprise? Alors, une actrice, je te recommanderais Hortense Aran, qui a créé Fleur d'ici. Elle est déjà passée, alors que j'adore. Est-ce que tu as déjà interviewé aussi Caroline Renaud de Burdeo? C'est super. Ok, génial, toutes les copines. Et chez Make Sense, t'as interviewé Alizée? Non, pas du tout, c'est vrai. Alors voilà, vas-y, il faut que t'interviewes Alizée. Ouais. Trop bien. Alizée Lozac. Je vais m'empresser de faire ça parce que c'est vrai que c'est hyper impressionnant ce qu'ils ont pu faire. Ouais. Trop bien. Merci beaucoup pour tous ces partages. C'est hyper intéressant. Point de vue business, point de vue impact, point de vue réflexion. Je retiens qu'il y a plein de questions et que, au final, tu et vous, j'imagine, posent beaucoup de questions et que c'est ça aussi qui fait avancer. Donc merci pour ces partages et pour cette notion de nuance aussi. Oui, on peut la pousser, c'est bien. C'est clair. Je te dis à très bientôt et puis voilà, belle journée à toi. Merci, toi aussi. Salut. Au revoir. Voilà pour ma causerie avec Florence Bétinger. J'espère que ce contenu vous a plu et vous a apporté des clés pour votre business positif, votre politique RSE ou tout simplement des clés de réflexion. Si vous avez aimé ce podcast, ça m'aiderait beaucoup que vous mettiez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou toute plateforme d'écoute que vous utilisez et que vous en parliez à au moins une personne autour de vous qui a ou qui bosse pour un business positif ou bien qui a ou qui bosse pour une entreprise qui se pose des questions sur son impact. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Mélodie Schmoss, Mélodie avec un Y, si vous avez la moindre question ou remarque. Je suis toujours à l'écoute d'axes d'amélioration. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.